KPMG Fréquence Banque. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio KPMG pour cette première édition 2023 de Fréquence Banque, l'émission qui fait le tour tous les 2 mois de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Au micro, Kenza Moulin. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2023 et au nom de toute l'équipe Fréquence Banque, je vous souhaite une très belle année. 3 associés de KPMG participeront aujourd'hui à cette émission. Arnaud Bourdeil, responsable du secteur banque de KPMG France, Éric Cloutier, associé du BCE Office de KPMG en Allemagne, et Sylvie Miette, responsable de la plateforme Finance Durable. Bonjour à tous les 3. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. 3 titres à la une de l'actualité bancaire. La décision du Haut Conseil de stabilité financière de rehausser le taux du coussin contracyclique pour la France. Le rapport conjoint des 3 autorités européennes de supervision relatif à la révision du cadre prudentiel sur les opérations de titrisation. Et enfin, la consultation lancée par l'autorité bancaire européenne sur l'évaluation des modèles internes. Après ce tour d'horizon de l'actualité réglementaire, j'aurai le plaisir d'interviewer Éric Cloutier, qui travaille donc au plus près de la Banque centrale européenne sur les sujets de supervision bancaire. Au cours de cet entretien, Éric Cloutier analysera sur nos ondes les priorités 2023-2025 du superviseur européen. Enfin, nous clôturerons l'émission avec notre traditionnelle chronique verte présentée par Sylvie Miette qui décrypte pour vous les principaux sujets ESG de la période. KPMG Fréquence Banque. Commençons, Arnaud, ce tour d'horizon de l'actualité réglementaire avec une actualité franco-française. Le 13 décembre dernier, le Haut Conseil de stabilité financière a décidé de relever à 1% le taux du coussin contracyclique pour la France, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 2 janvier 2024. Pourquoi une nouvelle hausse du coussin contracyclique, alors même que celui-ci a déjà été réactivé en avril dernier à 0,5% avec effet avril 2023. Le Haut Conseil justifie sa décision par un ensemble de vulnérabilités qui pèsent sur le secteur financier, parmi lesquelles les répercussions de la crise énergétique, la poursuite de la normalisation des politiques monétaires et une relative stabilisation des conditions financières sur le secteur financier français. Je précise que cette hausse n'est pas vraiment une surprise, car dans une précédente communication, le Haut Conseil avait déjà annoncé son intention d'augmenter le taux du coussin contracyclique, sauf, et je le cite, si la capacité du système bancaire à répondre aux besoins de financement de l'économie s'infléchissait de façon marquée et non anticipée. Et vous nous aviez d'ailleurs fait part de cette mise en garde lors de notre émission du 10 novembre dernier. Oui, et compte tenu de la persistance des risques financiers à moyen et long terme et des risques de retournement du cycle du crédit qui en découle, le Haut Conseil a jugé nécessaire de conforter la situation de solvabilité des banques et ainsi de relever à 1% le taux de ce coussin, qui n'est autre qu'une réserve de protection du crédit. Tout en soutenant les initiatives réglementaires visant à renforcer la résilience des établissements de crédit et en annonçant son intention de rester attentif à toutes les vulnérabilités qui pèsent sur le système financier, le Haut Conseil appelle les établissements à adapter leur gestion des risques à l'environnement macroéconomique et financier. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des établissements concernés disposent déjà du capital permettant de satisfaire cette exigence qui prendra donc effet au 2 janvier 2024. C'est d'autant plus une bonne nouvelle que le Haut Conseil a annoncé qu'il n'envisageait pas de hausse supplémentaire au cours des 12 prochains mois. Je rappelle toutefois qu'en lien avec sa vocation de protection, ce coussin de fonds propres constitué de façon préventive a vocation à pouvoir être relâché sans délai par le Haut Conseil en cas de survenance d'un risque de nature à affecter significativement l'offre de crédit. Il préserve ainsi l'offre durable de crédit à l'économie et plus particulièrement aux ménages et aux PME, qui parmi les sociétés non financières sont les plus dépendantes du financement bancaire. On peut dire que plus globalement, le Haut Conseil appelle les établissements à maintenir un niveau suffisant de capital pour préserver leur capacité de financement de l'économie, que ce soit en période de croissance, de récession ou de stagflation. Poursuivons maintenant avec l'actualité européenne. Les 3 autorités européennes de supervision, à savoir l'EBA, l'ESMA et l'EIOPA, ont publié le 12 décembre dernier leur réponse à l'appel lancé par la Commission européenne relatif à la révision du cadre prudentiel sur les opérations de titrisation.
Oui, dans ce rapport, les autorités européennes accueillent favorablement l'opportunité de pouvoir réviser le cadre prudentiel actuel pour relancer le marché des opérations de titrisation dans l'Union européenne. Elle souligne néanmoins qu'une révision des exigences prudentielles à elle seule ne sera pas suffisante pour initier une reprise du marché de la titrisation. Les trois autorités formulent également certaines recommandations concernant les exigences de fonds propres et de liquidités pour le secteur bancaire, avec notamment une réduction de la pondération par les risques pour les tranches les plus seniors des véhicules de titrisation détenus par les initiateurs, une révision des formules de calcul de la pondération par les risques, et enfin un maintien du cadre actuel, jugé robuste et fiable, sur les exigences de liquidité. Les autorités concluent cette publication en précisant que des travaux d'analyse supplémentaires seront conduits dès lors que les données complémentaires relatives aux opérations de titrisation seront disponibles. Une information importante à destination de nos banques assureurs, car dans ce rapport conjoint, les autorités de supervision ont également publié leur avis concernant le cadre prudentiel assurantiel en soulignant que les exigences actuelles introduites par Solvency II ne constituaient pas une entrave à l'activité de titrisation dans l'Union européenne et qu'une revue de celle-ci n'était pas pertinente. Terminons ce tour d'horizon par la consultation lancée le 8 décembre dernier par l'Autorité bancaire européenne portant sur l'amendement d'une norme relative à l'exercice d'analyse comparative des modèles internes de calcul du risque de crédit et de marché pour l'exercice 2024. Cet exercice, aussi connu sous le nom de benchmarking exercise, évalue la cohérence et la pertinence des approches internes appliquées par les établissements dans le cadre de leur calcul d'actifs pondérés par les risques. Ces derniers doivent transmettre les résultats de leurs calculs, accompagnés d'explications méthodologiques, aux autorités compétentes. Je précise également pour nos auditeurs que les autorités recensent les modèles internes qui, par nature, induisent des différences significatives d'exigences de fonds propres pour une même exposition. Et sur le fond, Arnaud, que propose l'EBA dans cette consultation ? Avec cette consultation, l'EBA propose notamment d'étendre le périmètre des portefeuilles étudiés lors de l'exercice 2024, en ajoutant des portefeuilles à fort taux de défaut dans le cadre d'IFRS 9. Ces portefeuilles seront également utilisés pour l'évaluation du risque de crédit. Mais la consultation propose aussi de mettre à disposition de nouveaux modèles destinés à évaluer la charge pour risque de défaut et la donne pour risque résiduel dans le cadre de l'évaluation du risque de marché. Et en fonction des réponses à cette consultation, ouverte jusqu'au 28 février 2023, la norme technique de l'exercice 2024 sera amendée. En 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences macroéconomiques ont exacerbé les incertitudes concernant l'évolution de l'économie et celle des marchés financiers. Ce choc géopolitique a également augmenté les risques qui pèsent sur le secteur bancaire. Même si les effets directs de la guerre en Ukraine restent limités pour la plupart des établissements au sein du mécanisme de supervision unique, le choc macroéconomique s'est propagé en Europe. On a ainsi pu observer une aggravation des pressions inflationnistes qui existaient déjà avant le conflit et un accroissement des risques pour le secteur financier européen. Étant précisé qu'une éventuelle intensification des tensions géopolitiques pourrait exacerber à l'avenir les risques de réévaluation sur les marchés financiers et les menaces liées à la cybersécurité. C'est dans ce contexte difficile que la Banque centrale européenne, en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes, a ajusté ses priorités stratégiques pour la période 2023-2025 et qu'elle les a publiées le 12 décembre dernier. Les 3 priorités définies visent à assurer que les banques, premièrement, renforcent leur résilience face aux chocs macroéconomiques et géopolitiques immédiats. Deuxièmement, qu'elles relèvent les défis liés à la digitalisation des services bancaires et qu'elles améliorent le pilotage de leur gouvernance. Et enfin, troisièmement, qu'elles intensifient leurs efforts de lutte contre le changement climatique. Pour nous éclairer sur ces priorités 2023-2025, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de cette émission aujourd'hui Éric Cloutier, associé du BCE Office de KPMG à Francfort, qui travaille donc au plus près de la Banque centrale européenne. Bonjour Éric. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Avant de revenir en détail sur les priorités de supervision pour les 3 prochaines années, pouvez-vous nous dire comment la BCE a défini les 3 priorités qu'elle qualifie comme étant d'importance égale? De manière générale, les priorités prudentielles de la BCE sont élaborées à partir des principaux risques et vulnérabilités auxquels les établissements supervisés sont confrontés au regard de l'environnement économique, réglementaire
et prudentielles du moment. En raison du contexte actuel, la BCE a souhaité mettre à jour ses priorités prudentielles afin de s'assurer que les risques importants identifiés en 2022 et pour lesquels les banques présentent toujours des lacunes soient corrigés. Je pense notamment aux risques de crise en général, mais aussi aux risques de taux d'intérêt et aux risques de crédit de contrepartie. Comme vous l'avez soulevé précédemment, la BCE a de plus identifié des risques additionnels et émergents causés par la situation macroéconomique et géopolitique volatile actuelle. C'est pourquoi la BCE a mené, dans le courant de l'année 2022 et en coopération avec les autorités compétentes nationales, une évaluation et une étude complète de ces indicateurs. Avant d'aller plus en détail dans ces priorités, pouvez-vous, Éric Cloutier, rappeler brièvement l'importance de ces priorités pour les banques sous la supervision de la BCE? Le processus de détection des risques et d'établissement des priorités est un instrument clé pour définir la stratégie de la supervision bancaire de la BCE au cours des 3 prochaines années. Ce processus participe à l'effort global du mécanisme de surveillance unique visant à hiérarchiser et coordonner les activités prudentielles à moyen terme tout en réorientant l'attention sur les nouveaux défis à relever. Les priorités prudentielles fournissent des orientations aux équipes de supervision, que l'on appelle en anglais les Joint Supervisory Teams ou GSTs. Et en d'autres termes, ces priorités constituent la feuille de route pour les activités de supervision de la BCE des 3 prochaines années. Enfin, même si les vulnérabilités peuvent varier d'une banque à l'autre, ces priorités de supervision s'appliqueront à chaque banque dans le cadre du SREP au cas par cas. Ces éléments de contexte sont effectivement importants à rappeler. La première priorité de la BCE consiste à renforcer la résilience des banques face aux chocs macroéconomiques et géopolitiques immédiats. Concrètement, Éric, comment la BCE compte-t-elle y parvenir? Vous avez raison de le dire, Kenza. En raison de l'incertitude élevée des chocs macroéconomiques et géopolitiques actuels, l'objectif principal de la supervision bancaire de la BCE pour les prochains mois est de faire en sorte que les banques soumises à cette surveillance prudentielle directe renforcent leur résilience face à ces chocs. Pour ce faire, le BA va contribuer à soutenir cet objectif en faisant un stress test à l'échelle de l'Union européenne. Ce stress test, qui commence à la fin du mois de janvier, alimentera les résultats du prochain SREP. Dans le cadre de cette première priorité, la BCE a identifié 2 vulnérabilités prioritaires, à savoir le risque de crédit et le risque de financement. Elle a en conséquence établi un programme de travail pour y remédier avec des examens ciblés, des campagnes d'inspection et des enquêtes sur les modèles internes. Bien sûr, en complément des activités que je viens d'annoncer, la BCE réalisera également des activités de suivi relatives à certaines priorités qui avaient été établies en 2022. Ce suivi est mené dans le cadre des travaux réguliers de surveillance prudentielle. Focalisons-nous maintenant sur les risques spécifiques de la première priorité et notamment le risque de crédit. Je comprends que la BCE souhaite que les banques corrigent efficacement les déficiences structurelles décelées dans leur cycle de gestion du risque de crédit. Oui, vous avez raison, Kenza, mais pas uniquement. La BCE souhaite également que les banques soient en mesure de repérer et d'atténuer rapidement toute accumulation des risques liés à leurs expositions des secteurs plus sensibles à l'environnement macroéconomique actuel, y compris les secteurs touchés par la guerre en Ukraine, comme par exemple les secteurs énergivores, dans l'agriculture, les industries des matières premières, et aussi plus indirectement les secteurs comme les portefeuilles immobiliers. Le durcissement des conditions de financement et le risque croissant de récession ont commencé à faire ressentir leurs effets sur les conditions de crédit en Europe en général, notamment pour les ménages et les entreprises. Plus précisément, le choc sur le prix de l'énergie et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la guerre en Ukraine se font généralement sentir dans les secteurs économiques liés à la production et à la transformation de matières premières. Et concernant les portefeuilles immobiliers, Éric? Concernant les portefeuilles immobiliers, même si la situation des marchés de l'immobilier commercial semble se stabiliser après la correction des prix due à la pandémie, le secteur européen de l'immobilier de bureaux reste fortement confronté à la hausse des taux d'intérêt et des coûts de construction. De plus, les prix des logements ont augmenté au premier semestre 2022, augmentant encore plus l'écart avec les loyers. Donc, si on combine cette situation à l'augmentation des coûts de la vie, à la baisse des salaires réels et à la hausse des taux d'intérêt, les banques qui ont accordé des prêts hypothécaires à taux d'intérêt variable s'inquiètent de l'évolution actuelle des taux. Donc, même si les activités prudentielles lancées depuis la pandémie pour remédier aux problèmes de risque de crédit sont toujours pertinentes, les procédures de contrôle des risques des établissements supervisés, je pense notamment à l'octroi et au suivi des prêts, restent insuffisantes. Par conséquent, bien que la plupart des activités prudentielles prévues pour les années 2023-2025 s'inscrivent dans le prolongement du programme de travail prioritaire de l'année dernière, l'accent sera mis sur les secteurs les plus touchés par les retombées de la guerre en Ukraine et par l'environnement macroéconomique. Sur la base de ces risques de crédit identifiés, à quelles activités de supervision les banques peuvent-elles s'attendre cette année?
Depuis quelques années déjà, une des priorités principales de la BCE est de s'assurer de la gestion adéquate des risques de crédit. Donc, les banques ont déjà été assujetties à de nombreuses inspections sur site et des revues thématiques à ce propos. Comme nous l'avons déjà dit, cette année, la BCE poursuivra ses activités de suivi relatives à certaines priorités qui avaient déjà été établies en 2022. Donc, je pense en particulier à des revues thématiques pour évaluer la mise en place adéquate des orientations de l'EBA sur l'octroi et le suivi des prêts. La BCE a aussi indiqué qu'il reste en général des déficiences dans les banques pour répondre aux attentes définies dans sa lettre DCO de 2020 sur les risques de crédit. Plus précisément au niveau de l'identification des forbearance, ou en français les prêts restructurés, des prêts UTP, ou unlikely to pay en anglais, et des pratiques de dépréciation. Au cours de la période 2023-2025, la BCE continuera donc son programme de revue thématique sur les modèles et procédures IFRS 9 et conduira des deep dives sur des sujets précis qui varieront en fonction des banques. Selon la composition de leur portefeuille et de leur risque de crédit, les banques peuvent aussi s'attendre à des inspections sur sites ciblés pour les secteurs identifiés comme vulnérables ou à plus haut risque dans le contexte actuel. Et quid du deuxième risque important de cette première priorité portant sur le manque de diversification des sources de financement et des déficiences observées dans les plans de financement des banques? Au cours du premier semestre 2022, les banques ont globalement montré leur résistance face à la survenance de potentiels chocs de liquidité et de financement via des ratios de liquidité au-dessus des minima réglementaires. Cependant, le manque de diversification des financements rend certains établissements plus vulnérables aux perturbations de marché. En effet, leur forte dépendance au financement de banques centrales, et je pense ici aux opérations TLTRO3, doit faire l'objet d'un suivi prudentiel continu. Dans ce contexte, les banques seront invitées à élaborer un plan de liquidité et de financement pluriannuel, solide et crédible. La BCE a en effet annoncé qu'elle conduira des revues ciblées à ce niveau pour une sélection de banques qui ont une forte proportion de TLTRO3 comme source de financement et qui sont donc plus vulnérables à une augmentation des coûts de financement. La deuxième priorité de la BCE est de relever les défis liés à la digitalisation des services bancaires et de renforcer la gouvernance des banques. Oui, l'objectif principal de cette priorité consiste pour les banques à relever les défis structurels liés à la numérisation de leurs services et à traiter les risques qui y sont associés afin de garantir la résilience et la viabilité de leur modèle. Cet objectif sert à répondre à la dépendance opérationnelle accrue des banques vis-à-vis des systèmes informatiques, des services fournis par des tiers et des technologies innovantes. Donc, étant donné la volatilité et l'incertitude de l'environnement dans lequel les banques opèrent, celles-ci doivent prendre des mesures structurantes pour renforcer leur pilotage stratégique, leur gouvernance et leur capacité d'agrégation des données pour les risques et pour leurs obligations déclaratives. À cet égard, la BCE a constaté 4 vulnérabilités principales pour cette priorité. Oui, en effet, Kenza. La première vulnérabilité concerne les déficiences dans les stratégies de transformation numérique. Pour la BCE, il est primordial que les banques mettent en œuvre des plans de transformation numérique pour renforcer la viabilité de leur modèle et atténuer les risques liés à l'utilisation de technologies innovantes. Ces initiatives sont considérées comme essentielles du fait de la concurrence des fintech et des big tech qui pourraient mettre en péril les activités des banques qui ne s'adapteraient pas assez vite à cette évolution numérique. Afin de garantir le déploiement de ces initiatives, la BCE procédera à des inspections et des examens ciblés autour des sujets de stratégie de transformation numérique et d'utilisation de technologies innovantes. Ces mesures seront complétées par les GSTs qui cibleront les banques présentant des déficiences significatives. Le deuxième angle d'attaque de la BCE porte sur les déficiences de la résilience opérationnelle, à savoir l'externalisation informatique et les risques de cybersécurité. Oui, Kenza. Dans un contexte où la transformation numérique avance à grands pas et où les banques dépendent davantage des technologies et des prestations de services tiers, la BCE exige qu'elle dispose de dispositifs d'externalisation des risques, d'une meilleure sécurité informatique et d'une cyber-résistance plus robuste. Cette accélération de la transformation numérique, couplée à une dépendance accrue aux technologies et aux prestataires tiers, risque d'accroître la complexité et les interconnexions du système financier. Il est vrai que les banques ont été très résilientes pendant la pandémie, mais la guerre en Ukraine soulève de nouveaux défis, notamment l'externalisation de certaines activités vers les pays affectés par les risques géopolitiques, exposant ainsi davantage les banques aux cyberattaques. Dans ce contexte, la BCE continuera d'examiner les accords d'externalisation et les mesures de cybersécurité prises par les banques, avec des examens ciblés et des inspections sur place pour assurer le suivi de toute déficience constatée. La BCE a déjà commencé ses contrôles dans ce domaine en ce début d'année. On a évoqué 2 vulnérabilités dans le cadre de cette deuxième priorité.
Vous en citiez 4 au début. Quelles sont les 2 dernières, Éric ? Les 2 autres vulnérabilités visent les déficiences de fonctionnement des organes de direction et la qualité des données. Donc, commençons par la gouvernance. Selon la BCE, de solides dispositifs de gouvernance interne ainsi qu'un pilotage stratégique efficace sont essentiels pour garantir la viabilité des modèles des banques, notamment pour une adaptation réussie à la digitalisation des services bancaires et la transition écologique. Pour ce faire, elle met l'accent sur l'importance des compétences collectives des organes de gouvernance et la présence d'une certaine diversité en leur sein, qui sont des facteurs clés de réussite. Cette priorité est similaire à l'année dernière. À propos de l'agrégation des données sur les risques et les données de déclaration, la BCE a constaté des lacunes dans ce domaine et portera bien entendu une attention particulière à ce sujet pendant son exercice REP 2023. De plus, elle a ainsi décidé d'intensifier ses efforts pour s'assurer que les banques réalisent des progrès substantiels dans la correction des insuffisances structurelles relevées, cela afin de soutenir un pilotage efficace et permettre de répondre aux attentes des autorités de surveillance. Par exemple, la BCE a entamé une campagne européenne d'inspection sur site pour évaluer la mise en place de BCBS 239 par les banques. Sans surprise, la 3e et dernière priorité de la BCE à horizon 2023-2025 consiste à intensifier les efforts des banques dans leur lutte contre le changement climatique. Oui, en effet, Kenza. Aujourd'hui, le changement climatique ne peut plus être considéré uniquement comme un risque à long terme ou émergent, du fait de la présence de ces effets qui sont de plus en plus visibles au quotidien. Il devient donc urgent pour les banques de relever les défis qui y sont associés, mais également de saisir les différentes possibilités offertes par la transition climatique et l'adaptation au changement climatique. La BCE considère que la vulnérabilité prioritaire des banques porte sur les expositions significatives aux facteurs de risque physique et de transition. Les résultats du stress test climatique de la BCE en 2022 ont montré que les banques progressent dans l'intégration des risques climatiques et environnementaux dans leurs activités, leur cadre de gestion des risques et leurs pratiques en matière de publication d'informations. Cependant, les revenus des banques dépendent encore très largement des secteurs hautement émetteurs de gaz à effet de serre. Cette tendance souligne que les banques doivent encore progresser pour évaluer leurs expositions aux risques climatiques et environnementaux. Les défis soulevés par le stress test climatique ont été aussi confirmés par l'étude thématique conduite par la BCE en 2022 auprès des banques européennes. Cette étude avait comme objectif d'évaluer l'alignement des pratiques des banques avec les attentes sur les risques climatiques et environnementaux définis dans le guide de la BCE 2017. Les résultats détaillés de cette étude ont été publiés en novembre 2022 et vous pouvez d'ailleurs retrouver cette étude sur le site de la Banque centrale européenne. Et plus précisément, que nous disent ces résultats, Éric ? Logiquement, la BCE s'attend à ce que les banques remédient maintenant aux défaillances identifiées et accélèrent leurs alignements avec ces attentes. Par exemple, la BCE estime que les banques doivent intégrer les risques liés au climat et à l'environnement de manière appropriée dans leur stratégie opérationnelle et leur cadre de gouvernance et de gestion des risques afin d'atténuer ces risques. L'année 2022 était marquée par une collecte d'informations par la BCE. Dorénavant, les autorités de surveillance seront plus strictes et assureront le suivi des insuffisances constatées, suivront les progrès accomplis et prendront, au besoin, des mesures exécutoires. À cette fin, les autorités de surveillance ont fixé des calendriers de rémédiation propres à chaque établissement en vue de parvenir à un alignement complet sur les différentes attentes d'ici la fin 2024. Donc, ce sujet va prendre de l'importance au cours des prochains mois et années à venir, avec de nombreuses implications pour le secteur bancaire. Pour conclure, je dirais que le superviseur va rester très exigeant au cours des prochaines années et que la pression sur les banques ne va pas se relâcher. Dans cette période de mutation et de forte volatilité de l'économie, les banques ont un rôle clé à jouer et la BCE doit s'assurer que les risques sont bien gérés. Un grand merci à vous, Éric Cloutier. Les banques ont donc un programme de travail bien chargé pour être au rendez-vous et on peut donc s'attendre à une activité très intense pour les 3 prochaines années et d'ores et déjà en 2023. Poursuivons cette émission avec la chronique dédiée au sujet ESG de Sylvie Miette. Bonjour Sylvie. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ma chronique verte sera consacrée à la nouvelle feuille de route de l'EBA, publiée en décembre dernier, dans laquelle l'autorité bancaire européenne décrit ses objectifs et le calendrier d'exécution de ses mandats dans le domaine de la finance durable et des risques ESG. Tout d'abord, cette nouvelle feuille de route décrit l'approche séquentielle et globale que l'EBA appliquera au cours des 3 prochaines années pour intégrer dans le cadre bancaire les considérations relatives aux risques ESG. Et ceci afin de soutenir les efforts de l'Union européenne dans la transition vers une économie plus durable. Par ailleurs, cette roadmap intègre des ajustements nécessaires liés à l'évolution du marché
et de la réglementation européenne. Je pense notamment aux nouveaux mandats qui ont été accordés à l'EBA en matière de labellisation des produits durables et de lutte contre le greenwashing. Je précise à nos auditeurs que cette feuille de route n'est pas immuable et sera amenée à évoluer notamment au regard de la révision du paquet bancaire CRR3, CRD6 et des nouveaux mandats qui en découleraient. Dans l'édition 2022 de cette feuille de route, l'EBA se fixe 3 priorités principales. La résilience du système bancaire européen face au risque ESG, l'application du principe de proportionnalité et enfin, la mise en place de l'agenda européen et international sur la finance durable. L'autorité bancaire européenne annonce également 5 actions prioritaires au cours des 3 prochaines années. À savoir, premièrement, publier en 2023 le rapport définitif sur le traitement prudentiel des expositions. À cet égard, l'autorité s'interroge sur la nécessité de créer un cadre prudentiel spécifique qui serait dédié aux expositions sensibles au risque ESG. Elle jugera également s'il est nécessaire ou non d'accroître les exigences de fonds propres des banques pour faire face à ces risques. Deuxième action que s'est fixée l'EBA, communiquer un point d'étape sur les travaux relatifs au greenwashing, un sujet qui émerge et que l'EBA souhaite appréhender. Troisièmement, publier en 2024 le rapport très attendu des lignes directrices sur la gestion des risques, qui devrait s'accompagner d'une révision des guidelines SREP. Quatrièmement, l'EBA souhaite augmenter la fréquence des stress tests climatiques et organiser un stress test climatique global, c'est-à-dire sur l'ensemble du système financier. Celui-ci serait organisé conjointement avec les 2 autres autorités de supervision, l'ESMA et l'EIOPA. Enfin, l'EBA a pour ambition d'élaborer en 2024 une norme technique qui instaurerait un reporting ESG destiné aux superviseurs. Je l'ai déjà dit, cette feuille de route est amenée à évoluer au fil des évolutions réglementaires. Pour autant, cette première mouture montre d'ores et déjà la volonté de l'EBA de pousser les banques à être plus transparentes sur leurs expositions aux secteurs les moins durables. Je précise enfin que les travaux de l'EBA seront réalisés en coopération avec l'ESMA et l'EIOPA, de manière à s'assurer de la cohérence des actions réglementaires au sein du secteur financier européen et international, avec les initiatives du Comité de Bâle et du Network for Greening the Financial System, plus connu sous l'acronyme NGFS. Bien sûr, dès que cette feuille de route aura été actualisée, je vous en informerai dans cette chronique verte. La clôture 2022 bat son plein. Dans cette perspective, vous pouvez écouter ou réécouter dans notre application ou sur kpmg.fr Fréquence Banque, diffusée le 10 novembre dernier, au cours de laquelle le superviseur bancaire présentait les principaux points d'attention de la clôture comptable 2022. Pour terminer cette émission, consultez également notre numéro mensuel ActuBank du mois de décembre. Cette publication, qui fait le tour de l'actualité réglementaire bancaire, est adressée à tous nos abonnés et est également disponible sur le site kpmg.fr. Nous vous donnons rendez-vous en mars pour une nouvelle édition de KPMG Fréquence Banque. Et d'ici là, n'hésitez pas à télécharger notre application Radio KPMG, disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Cette émission est maintenant terminée. Un grand merci à toutes et à tous et très bonne journée. KPMG Fréquence Banque.